Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans ce nouveau podcast SEO. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui est déjà passé dans le podcast, Monsieur Leonetti. Salut Thomas. Salut Thomas, Et tu vas bien? De Thomas, encore une fois. Exactement. Écoute, ça va bien et toi? Très très bien, parfait. Quand je suis sur ce podcast, tout va bien. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. T'as l'habitude de toute manière de ce Ouais, c'est ça. fameux podcast depuis le temps que les invités sont passés, etc. Alors, Thomas, pour te représenter, bon, il y a eu Ouais. quelques mises à jour quand même. Tu es Tout à fait. consultant SEO, ton Oui. pseudo c'est Yaki SEO. Tu as une agence, l'agence Apollo. Ouais. Tu travailles aussi, j'ai su, en tant que salarié chez, tu m'as dit, Advisa. Advisa. C'est Absolument. Voilà. Et tu viens aujourd'hui parce que tu viens de sortir une formation sur le SXO. Et comme Ouais. l'UX, eh bien, c'est de plus en plus important et que y a pas grand monde qui en parle, j'ai voulu te poser quelques questions par rapport à toutes ces problématiques qu'on a au quotidien. Et justement, je vais commencer avec une première question sur l'UX. Pourquoi c'est important pour toi? C'est important et je vais être provoque dès la première phrase. C'est important parce que ça passe avant le SEO en fait. Ça passe avant le SEO pour la simple et bonne raison que depuis que je suis salarié chez Advisa et puis même avant quand je travaillais avec mon UX designeuse préférée aka Chloé, j'ai bien senti que au-delà de faire juste une recherche de mots-clés et d'apposer des contenus sur une wireframe et d'optimiser des titles, on pouvait plus se limiter à ça et que notre plafond de verre à nous, c'était l'UX en fait. C'est-à-dire qu'on optimisait le contenu et tout ce que nous donnait à manger Google. Mais l'idée maintenant, c'est qu'on passe au-delà d'une réflexion sur les moteurs et qu'on aille vraiment, même j'allais dire pas qu'on l'abandonne parce que typiquement quand on fait des cocons et quand on optimise des liens, etc., c'est avant tout pour que le robot comprenne aussi ce qu'on fait. Mais c'est de passer en premier sur l'utilisateur. C'est-à-dire qu'est-ce que veut l'utilisateur. Alors, il y a un livre qui est sorti qui est super bien qui s'appelle Ce que Google veut et j'ai adoré ce livre. Maintenant, il faudrait qu'on passe à ce que l'utilisateur veut. C'est encore mieux. Disons que moi, c'est ce que je vois surtout quand j'ai un client, ou même quand je discute de plus en plus avec les SEO, on parle beaucoup plus d'humain. C'est-à-dire Tout à que, fait, ça c'est vrai. mais on parle d'intention, on parle de comportement, moi je parle beaucoup de ces espèces de flux utilisateurs qui peuvent avoir des impacts considérables parfois parce que ils ont cliqué sur tel bouton, parce qu'ils ont fait telle action ou pas d'ailleurs. Hein. Mais si tu avais, admettons, je sais pas, trois critères de l'UX entre les audits que tu faisais auparavant et les audits que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui est pour toi le plus important à comprendre? Alors, ouais, c'est très vrai ce que tu dis. En fait, avant, et je le voyais très bien chez les clients, il y avait une vraie volonté de savoir où on se positionnait, à quel endroit de Google, avec une requête qui était la requête clé, quoi. Voilà. Il fallait, de toute façon, c'était la demande première. Alors, cette orthographe, je veux ranker voilà, ici. cette orthographe, ouais. etc. Il y avait le fameux client qui disait toujours est-ce qu'on peut travailler le mot-clé avec une erreur dans le texte, etc. Bon, bref, ça c'était un peu l'ère du tout SEO, ou en tout cas du tout ranking, si je puis m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, c'est pas enlevé de la tête des gens, loin de là. C'est-à-dire que dans la tête des clients, il faut toujours qu'on se positionne bien parce qu'ils veulent de la visibilité. Sauf que être premier sur une requête hyper concurrentielle, c'est très bien. Mais si t'es premier et que ton site il convertit pas derrière, t'as pissé dans un violon. Parce que ça sert à rien. Et en fait, ce que demandent aujourd'hui les clients quand ils veulent un reporting, ce sont les données d'affect, c'est-à-dire le taux de rebond, le temps qu'il passe sur la page, le taux de rebond à partir du moment où il commence le tunnel de conversion, etc. C'est également le fameux flux de comportement si peu ergonomique dans Analytics avec ses gros pavés verts et ses trucs un petit peu mal faits, mais c'est un flux de comportement qui est très intéressant parce que avec le client, tu as créé une navigation. On a réfléchi avec l'UX designer ou designeuse avec qui tu travailles, on va travailler à une ergonomie, à un parcours utilisateur le plus cohérent et le plus pertinent possible. Donc à un moment donné, ce parcours utilisateur, il va falloir qu'il se répercute dans tes données. Il va falloir que tu sortes de la data.
Donc cette data-là, ce fameux parcours utilisateur que tu peux aussi étudier avec Yandex Metrica par exemple, hein, selon le comportement des utilisateurs sur le site, ça c'est une donnée qui est extrêmement importante aujourd'hui aux yeux des utilisateurs et des clients surtout. Et ce qui est très important aussi, c'est l'intention. C'est-à-dire que le client va exprimer un besoin qu'il va retransmettre avec une UX optimisée sur le site. Il va retranscrire il va faire naître un besoin en tout cas et faire naître aussi des questionnements et puis apporter des réponses au sein du cerveau des utilisateurs. Et l'idée c'est de se dire ok, est-ce que avec l'intention qu'avait l'utilisateur en arrivant sur ma page, est-ce que cet utilisateur est arrivé à son but final? Est-ce qu'il va être content ou pas? Ouais, en fait, tout bêtement, avant on avait un segment un segment d'études dans les reportings, c'était est-ce que l'utilisateur me voit sur Google avec mon ranking? Maintenant, on étudie de A à Z, c'est-à-dire est-ce qu'il m'a vu sur Google, est-ce qu'il a cliqué chez moi, est-ce que par exemple ma métadescription est assez incitative. Prenons un exemple du UX aussi, hein, parce que la métadescription c'est à la fois un mélange entre le marketing et le UX, c'est-à-dire que est-ce que j'arrive à attirer assez facilement mes utilisateurs en ayant une métadescription qui leur plaît. Et est-ce qu'il est arrivé sur la page en question, et est-ce que à partir de cette page, le parcours utilisateur que je lui propose, à travers les contenus, à travers la navigation et à travers, j'allais dire l'UX global, l'ergonomie globale, si on va aller un peu plus loin, est-ce que ça lui a permis d'aller convertir? Donc c'est un paradigme complètement différent de ce qu'on avait à l'époque, en tout cas dans la relation client SEO, c'est-à-dire est-ce que je suis bien positionné, est-ce qu'il y a toutes mes URL qui sont bien positionnées, où on a fait des optimisations, point barre, merci, bonsoir quoi. Oui, c'est sûr, faut pas faire d'amalgame, parce que j'entends déjà des gens qui vont dire dans les commentaires oui, on faisait des bons sites, etc. Mais effectivement, si le web a si bien évolué et si tout le monde s'y est mis, c'est que il y avait quand même de la qualité quoi sur le web quand on naviguait. Donc des histoires d'UX, de penser aux humains etc. Je pense que c'était là. Maintenant c'est vrai que on a quand même eu mauvaise presse par beaucoup de personnes qui voilà disaient clairement bon bah voilà les SEO vous êtes là juste pour ranker, vous êtes là à niquer Google, à monter sur les SERP et puis basta. C'est pas vrai dans tous les cas. Ça c'est bien à dire. Mais après effectivement aujourd'hui c'est de plus en plus important. Pour tout client, on ne peut plus simplement mettre nos blocs de texte, attendre que ça monte, etc. Si les comportements sont mauvais, on peut baisser. Si les comportements sont super bons, on peut devenir une référence. Maintenant, moi je reviens sur cette histoire d'intention dont tu parlais. Toi, bon, moi je te dirai après comment je fais, mais comment tu fais quand tu as un nouveau client qui arrive, voilà, dans ton portefeuille? Comment tu fais pour saisir quelle requête va avec quelle intention? Parce que tu prends certains mots-clés, bah regarde, tu prends rien que consultant SEO, tiens, ce mot-clé là. Oui, bien sûr. On pourrait s'attendre à trouver un consultant SEO. Nous, on pourrait se dire, ouais, c'est une requête qui convertit et tout. Pourtant, quand tu la regardes, il y a un côté parfois un peu de définition, parfois c'est un peu offre d'emploi, parfois c'est un peu un listing des meilleurs consultants SEO. Et puis là, depuis quelques temps, on a même la box locale. Donc, comment tu fais pour capter l'intention? Ben en fait, je pense que tu peux pas capter à 100% l'intention. Pour la simple et bonne raison que tu ne peux pas anticiper autant que faire se peut ce que va proposer Google dans ses résultats des moteurs de recherche à partir de l'instant T, à partir de l'instant T+1, etc. On le voit bien avec les désindexations, les algorithmes, les mises à jour d'algorithmes, etc. Voilà. Donc, en fait, pour capter l'intention, il faut, je pense, travailler ultra en amont avec le client. C'est-à-dire que très souvent, il faut faire 2 ou 3 ou 4 réunions pour saisir vraiment le besoin et pour l'exprimer d'abord en contenu, c'est-à-dire d'abord en créativité de contenu, voilà, en matière grise, en potentiellement, même si j'aime pas tellement le mot, mais en storytelling, etc. Et ensuite, pour moi, tu peux en dédier des expressions clés sur lesquelles il va se positionner. Et en fait, si tu veux, l'intention, pour moi, elle part d'abord de la réunion globale avec toutes les parties prenantes du projet. Et on va prendre un exemple tout bête. Parfois, chez les clients, quand je fais la réunion, quand je suis avec Apollo, ou quand j'étais avec Apollo avant, j'allais chez les clients et il y avait le directeur marketing, le responsable de la com, etc. Et souvent, je leur disais, est-ce que vous pouvez faire venir
le ou la standardiste, le ou la secrétaire, etc. Et là, il me disait, ouais, non, ça va lui faire perdre du temps, ça sert à rien, etc. Mais en fait, si, parce que c'est elle qui réceptionne toutes les questions. Bah ouais, elle est au téléphone, elle réceptionne toutes les questions. Donc derrière les questions, il y a des intentions informationnelles, il y a des intentions potentiellement transactionnelles si on est sur une hotline de site e-commerce, etc. Ou en tout cas une intention de réparation, de questionnement, de FAQ par exemple. Et typiquement, c'était parmi les personnes qui nous apportaient le plus d'informations sur les intentions, sur le besoin fondamental. Parce que très souvent, et c'est pas péjoratif, mais très souvent les directeurs marketing ils sont un peu éloignés, ils ont une vue un peu macro, donc en fait eux ils ont leur besoin eux, qui est très souvent un besoin business, mais qui en amont ne prend peut-être pas en compte les besoins de l'utilisateur en question. Et très honnêtement, l'intention précise à 100%, à mon avis elle est pas décelable, parce que Google nous met trop de bâtons dans les roues, ou en tout cas évolue trop vite. Par contre, on peut se rapprocher des 100%, ou on peut se rapprocher d'une intention assez précise quand on fait ce travail largement en amont et qu'on se fixe comme objectif l'utilisateur et qu'on se fixe pas absolument comme objectif le ranking qui n'est qu'un corollaire ou en tout cas une déclinaison ou qui découle en tout cas du travail qu'on va faire, des contenus, du maillage interne, etc. Donc l'intention typiquement, je finis là-dessus, mais l'intention c'est aussi ça découle aussi du maillage interne et du parcours utilisateur et de la navigation. C'est-à-dire que certes tu vas avoir une page d'accueil, mais comment tu vas architecturer ton menu de navigation pour répondre au mieux à des intentions qui partent d'une intention informationnelle et qui arrivent vers une intention transactionnelle. C'est-à-dire, je prends l'information et potentiellement, j'arrive à switcher au fur et à mesure de ma navigation vers une intention transactionnelle. Et ça, c'est à mon avis, à mon humble avis, le plus important à prendre en compte aujourd'hui. Et ça fait partie de la galaxie UXXO, du Search Experience ou Search Architect ou Architect Experience Optimization. Voilà. Alors, moi, je te rejoins tout à fait sur le fait d'étudier finalement à la fois la demande, les cibles, comment elles réfléchissent. J'ai déjà présenté, bah tiens, chez SEMrush. Chez SEMrush, hey, placement produit. Non, c'est pas un placement de produit. Mais j'ai déjà parlé de la carte d'empathie, je t'en avais parlé. Oui, bien sûr. C'est vrai que la carte d'empathie, on l'utilise beaucoup en UX, aussi dans d'autres secteurs. Et moi, c'est vrai que je lisais un bouquin qui avait rien à voir avec le SEO. Et puis, quand je suis tombé sur cette carte d'empathie, je me suis dit, mais putain, les clients, ils ont du mal à comprendre cette logique de buyer persona, de ces fiches d'identité, là, un peu compliqué quand même à créer pour beaucoup de clients. Et partons sur quelque chose de plus simple, des questions ouvertes. Et la carte d'empathie, que voit votre cible? Que voit votre futur client, en fait? Votre prospect, suspect? Comment il séduit? Quelles questions il pose? Comment il avance sur son cheminement? Et globalement, c'est vrai qu'on est toujours sur ce qui est vraiment proche de l'achat, mais les premières questions qui émergent dans la tête, déjà je trouve qu'il y a peu d'entreprises qui traitent ces sujets-là. Il y en a un peu plus quand même qu'avant, je trouve, mais ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que réfléchir à tout ça, plus corrélé avec nos envies d'entreprise, nos croyances, notre philosophie, étudier un peu les concurrents, tout ça, c'est quoi? C'est du marketing digital. Enfin, c'est une stratégie globale qui consiste à se comprendre soi-même et comprendre notre contexte, notre environnement pour viser un objectif et le capturer, l'avoir. Oui, tout à fait. Mais je rebondis là-dessus et j'avais à l'époque, il y a 2 ans maintenant, fin novembre 2016, donc bientôt 3 ans, j'avais fait une conférence à l'IUT, dans un IUT où j'avais parlé des user persona en fait. C'est-à-dire vraiment, j'avais pris l'exemple d'un site sur lequel j'avais travaillé qui faisait des jeux de rami, des jeux de belote et des jeux de tarot, si je me souviens bien, et des jeux de coinche. Et typiquement, le client était venu vers moi et il m'avait dit faut vraiment viser un public qui est quand même âgé, donc il faut pas un contenu trop compliqué, faut des mots simples, etc. Et je dis dans ma tête, naïvement ou en tout cas de manière de ce que je connaissais, de toute l'expérience que j'avais là-dessus, c'est vrai que moi je voyais ma grand-mère jouer au rami, je voyais mes grands-parents jouer à la belote, etc. Bon. Et en fait, je me suis dit, je vais aller quand même faire un user persona. Et pour moi, le user persona, je veux pas prendre loin de là la place et les plates-bandes des UX, loin de là. Mais ce que j'expliquais, c'est que j'allais sur Analytics
et je regardais dans la partie sociodémographie, dans la partie utilisation du site, etc., qui étaient ces gens qui venaient sur le site et qui jouaient et qui discutaient entre eux, qui chattaient. Et en fait, on se rendait compte que c'était les, alors à partir du moment où tu as les stats sur Analytics, mais en tout cas, c'était les 18-25 qui jouaient à des heures extrêmement précises, à savoir les intercours de fac et le soir à 18h, entre 18h et 22h. Voilà. On avait des pics de jeux à ce moment-là ou de consultation du site et des pages jeux à ce moment-là. Et j'étais venu vers le mec et je lui avais dit, vous voyez, c'est pas du tout ce que vous saviez, ou en tout cas l'expérience que vous aviez vous, de par votre vécu, etc. Et donc peut-être que les intentions seront différentes pour les jeunes. Typiquement, il y avait des jeunes qui achetaient des jetons en masse et qui étaient dans une intention transactionnelle et pas qu'une intention gamification ou de jeu en fait, qui était complètement dans une intention transactionnelle d'acheter des jetons pour jouer encore plus, etc. Donc en fait, il faut faire très attention à cette notion d'intention parce qu'elle peut changer du tout au tout par rapport à ce que Google nous donne, par rapport à quels sont les besoins à l'instant T et quels seront les besoins à l'instant T plus 1 et les réponses qu'apportent les clients et quels sont au final les comportements des utilisateurs en fait, tout simplement. Tu m'as sûrement vu vous sourire, mais quand tu parlais de ces personnes qui allaient dans des clubs de maths ou clubs de belote ou je ne sais quoi pendant les intercours, eh bien, ça m'a fait penser à un client que j'ai eu et globalement, il était persuadé de connaître ses clients, mais vraiment persuadé, hein. C'est-à-dire ils sont comme ça et pas autrement. Ouais. Et j'ai dit simplement, moi, en tant que professionnel, je suis obligé de faire le travail. Donc, je vais le faire quand même. Je vais regarder déjà un petit peu en surface pour voir si déjà ce que vous dites c'est vrai. Et même, je suis pas allé en détail sur le truc. Eh bien, les premières données que j'ai eues, il a été complètement sur le cul. C'était pas du tout ses clients. Enfin, je pense que à partir du moment où il se dit c'est à eux que j'ai vendu, en fait, eh bien c'est juste mon audience en fait. Mais ils voient pas en fait la partie immergée de l'iceberg qui est énorme parfois et où on a un marché à conquérir, on peut être créatif, on peut aller vraiment super loin. Et c'est marrant parce que tu vois, je sais pas si tu l'as vu passer sur Twitter récemment, il y avait une histoire de c'était difficile pour certaines niches de ne pas dépendre de Google. Oui, tu vois. tout à fait. Ouais, et moi j'ai dit il faut être créatif. Bon, j'étais un peu provoque, mais pour le coup, on n'a pas compris ce que j'ai voulu dire, j'ai l'impression, sur le moment. Et pourtant, je pense que dans beaucoup de secteurs, on peut faire beaucoup de choses. Ne pas avoir Google dans sa vie, c'est difficile, hein, attention. Mais faire quelque chose de complémentaire, même en utilisant d'autres leviers, on appelle ça le inbound marketing, le outbound marketing, tu vois. Ouais. Mais globalement, on peut faire des choses. C'est juste qu'il faut essayer de voir chaque notion dans notre métier, chaque bénéfice qu'on apporte, essayer de voir qu'est-ce qu'on s'est posé avant, qu'est-ce qu'on va se poser après, pendant, etc. Il y a plein de comportements en fait à étudier. Et je trouve que malheureusement, on le fait pas assez. Et pour avoir travaillé avec pas mal de personnes, je me rends compte qu'on se pose pas les bonnes questions. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on soit européen, français ou je ne sais quoi, mais je pense que nous on est plutôt bon dans tout ce qui est technique, dans tout ce qui est assez mécanique, tu vois, essayer de décortiquer un peu les algos, les choses comme ça. Mais globalement, c'est vrai qu'aux États-Unis, tu vois, ils sont peut-être un peu plus mauvais sur ce côté-là. Oui, au niveau marketing, UI, tout ça et comportement, je pense qu'ils le saisissent mieux. Oui, je pense que après c'est bon, tu sais, enfin moi j'ai toujours pensé que c'était très bien d'étudier les algorithmes et je les étudie aussi, hein. Moi ça me plaît, hein, vraiment toute la partie aussi, algorithmique et tout, hein. Et je pense que ça plaît à un nombre de gens assez conséquent. Maintenant, tu sais, je vais reprendre des expressions des frères Perronnet. Je pense qu'on marche tous en cluster. En fait, les Européens marchent en cluster assez technique. Je dirais même qu'à l'intérieur du cluster européen, il y a le cluster français de SEO français qui est extrêmement technique, très poussé sur les algorithmes, qui a quand même, et à mon humble avis, on a été les pionniers du SEO. Parce qu'il faut pas croire que les Américains, ils ont découvert aussi avant nous Internet. Donc potentiellement, ils ont tous découvert Internet. Voilà, ils ont découvert Internet. Voilà, il y a eu Tim Berners-Lee, etc. On va pas refaire l'histoire, mais
en termes de découverte du référencement, en termes de découverte des algorithmes, d'anticipation de ce qu'allait faire Google, etc. Moi, je me souviens, et c'était en 2004, et je débutais, et j'avais eu vent de ce truc, mais de loin, tu vois. C'était Mangeur de cigogne, en fait, qui était le premier concours, et qui était un concours où tu voyais qu'il y avait un esprit SEO français, comme il y a un esprit français tout court, il y a un esprit SEO français qui est un peu frondeur, qui est râleur, qui est technique, qui va chercher l'information sur les algorithmes. Mais je pense que le paradigme du comportement de l'utilisateur et du marketing comportemental et de l'UX et quand on va un peu plus profondément de l'UX, de l'ergonomie d'un site, etc., les Américains l'ont mieux saisi et il y a des très grands spécialistes de l'UX. Je pense à Brad Frost aux États-Unis. Il y a des très grands spécialistes de l'UX et je pense à Karine Lallemand en France, qui est plutôt au Luxembourg, mais on va dire au niveau européen, pardon. Mais ça, on est encore nous SEO parce qu'on avait nos visières et nos œillères ranking algorithmiques, etc. On est encore un peu hermétique à ça, quoi. Il faut encore qu'on creuse un peu, je pense, mais on est en train de creuser, on est en train de travailler main dans la main avec des gens qui ont des vraies connaissances et des vrais talents et des compétences en UX design. Après, je pense que de manière générale, naturellement, chaque groupe Bien sûr. va se focaliser. Oui. Je pense, tu vois, qu'il y en a en France, on a de tout. Moi, j'ai bossé avec une boîte là. Bon, je peux pas dire le nom, mais ils ont fait un putain de boulot du X. Ils ont fait des tests d'utilisateurs, ils ont fait des maquettes, ils ont tout étudié à la virgule près. Et quand j'ai vu les maquettes, je me suis dit, mais waouh, mais bien sûr. Là, c'est un putain de boulot. Et quand je suis allé voir la personne qui a fait la maquette, putain, waouh, c'est baffe quoi, une grosse baffe. Et franchement, c'était plaisant. Mais il y en a qui sont spécialisés data, il y en a qui sont spécialisés UX comme toi, il y en a qui font que de la technique, d'une analyse de log toute la journée, il y en a qui vont faire du développement de la programmation. Oui. Et aux États-Unis, c'est pareil. Et je pense que on n'est pas il faut encore une fois, faut pas nous confronter. On est tous là à faire une autre chose. Et je pense que devant de la scène, voilà, en France, on a pas mal de choses qui sont mises en avant. Et aux États-Unis, pareil. Mais c'est vrai qu'on travaillerait ensemble. Et ils nous fileraient leurs techniques, on filerait nos techniques. Bah, je pense que oui, ça pourrait matcher. Ouais. Bah ouais, parce qu'on est vachement complémentaires. Et c'est vrai que des fois, tu vois, j'ai envie d'aller. Tu vois, le jour, je voyais le mec de Moz là. Rand Fishkin? Non, l'autre. Ah mince. Bah il y en a plein quand même. Cyrus non, pas Cyrus Shepard, l'autre. Ah, Cyrus Shepard, ouais. Ouais, bon, je sais plus. Bref, en tout cas, il posait un truc sur la technique. Et voilà, je l'ai dit sur Twitter en anglais. Putain, mais intéresse-toi au cocon sémantique. Et ouais. Tu vois, mais franchement, quand tu relis son article, on se dit, mais putain, nous, ça fait quoi, 5-10 ans qu'on est là-dessus, quoi. Oui, mais ça après, ouais. Mais ça après, bah c'est la discussion qu'on avait avec Laurent Borelli, c'est-à-dire que ils sont cocon sémantique pour eux, c'est une notion qu'ils pensent acquise, alors qu'ils ne l'ont pas depuis tellement longtemps que quand ils sortent des articles plutôt techniques sur le référencement, quand tu vas sur Search Engine Journal, t'as très souvent des articles sur le comportement, les analytics, ils sont pas mal aussi en data, hein, on va pas leur enlever ça. Mais quand ils commencent à s'intéresser au maillage interne et même juste au siloing, hein, partons juste du siloing, hein, ça, tu dis waouh, ils ont encore, mais c'est parce que c'est leur cluster à eux, leur mode de fonctionnement et leur mode de réflexion, d'être plus dans le marketing, d'être plus dans l'accompagnement utilisateur, et dès qu'on rentre dans des considérations de n-grammes, de moteur de recherche, de lemmatisation, etc., si on veut aller dans la chose un peu technique, ouais, là ils sont un peu, ils sont un peu en retard, mais on est là aussi pour travailler ensemble. On n'est pas là pour leur jeter la pierre de l'autre côté de l'Atlantique en leur disant vous savez rien, etc. On est là très souvent, et pour le coup, là je fais juste une parenthèse, mais j'appelle vraiment les référenceurs français dans la possibilité de leurs moyens, quand ils réalisent des conférences, d'inviter des conférenciers américains. Nous à l'époque on avait invité à l'Opti Day, c'était en septembre 2015, on avait invité Lucas Gelesny et Kirsty Hulse.
Et Kirsty Hulse, typiquement, maintenant, qui donne des conférences comme Lukács, hein, qui donne des conférences partout sur le marketing, le contenu, la curation de contenu, le marketing de contenu, etc. Qui donne encore une conférence là au Brighton SEO et qui était à Seattle il y a une semaine. Il faut vraiment confronter nos visions. Et c'est pour ça que hors SEO Camp et hors SMX, dans des petites conférences, si vous avez la possibilité, dans le cadre de votre budget, d'inviter un Américain ou une Américaine, faites-le. Parce que c'est hyper intéressant d'échanger avec eux. Nous, on avait échangé avec Kirsty avant la conf et après la conf, c'était génial. De voir sa vision du SEO, de voir sa vision de l'utilisateur, etc. C'était un vrai bon moment. Non, mais c'est vrai que confronter de façon... faut pas oublier, je pense qu'on a tous notre culture. On a tous démarré d'une certaine manière, on a tous nos formations, notre principe d'éducation. C'est... Ouais. Comme tu dis, il faut s'éduquer, il faut éveiller un peu les consciences, il faut essayer d'avancer. Encore une fois, que ce soit aux États-Unis, ici ou ailleurs, on connaît le métier. C'est juste que il faut qu'on s'affine et qu'on en parle plus entre nous pour certains sujets parce que c'est important. L'utilisateur... Enfin, je veux dire, rien que Google, quand il pense, lui, ce qu'il veut, c'est améliorer son service, en fait, bien sûr, au quotidien. Et quand on a des milliards de personnes, des milliards de requêtes qui arrivent sur ce moteur et puis qui tapent une requête, et là, bah, tu tombes sur des sites où c'est pourri, je comprends qu'il est dézingue de moment. Bien sûr, non, mais c'est clair. Il faut aussi se le dire, c'est que s'il fait pas ça, il crève. Oui, mais évidemment. Donc autant faire un raccourci, comme on dit souvent, et aller direct vers l'utilisateur. Mais voilà, c'est un travail long, c'est un travail qui ça demande plus de boulot, quoi. Ça c'est sûr. Ça nécessite que chaque page qu'on sort, bah, est-ce que là, le mec il peut comprendre ce que j'ai voulu lui dire. Et c'est vrai que bah, c'est plus simple que copier-coller le texte du rédacteur et puis appuyer sur publier, quoi. Ouais, c'est clair. Bien sûr, ce sera toujours mieux qu'un spin content en fin de page, quoi. Mais, voilà, c'est un petit peu ça. Mais bon, après, ça dépend du business, toujours pareil. Ouais, c'est d'accord. Et justement, tiens, tu me parlais de Cocon Sémantique. Oui. Bon, finalement, Cocon Sémantique, il a fait couler beaucoup d'encre. Technique pour ranker, ça a été vendu comme ça au tout début par Laurent. Mais lui et tous les autres, ceux qui comprennent le principe, savent que le cocon sémantique, c'est pour ranker parce que ça permet de faire un écosystème, pousser des pages et avec le maillage, tout ça. Bon, je vais pas refaire une conférence sur le cocon, mais globalement, quand il pense, si tu fais chaque landing page nickel, c'est un truc qui est UX friendly. Bah, à mon humble avis, je pense que dans le cocon sémantique, il faut dépasser le cadre mécanique du cocon, c'est-à-dire le cadre du mode d'emploi Ikea du cocon, et qu'on aille petit à petit vers un cocon que je dirais UX, même si c'est un pléonasme. C'est-à-dire que pour moi, le cocon sémantique, je prends l'exemple sur les sites sur lesquels je l'ai fait, je prends l'exemple d'un site de matériaux de construction écologique où on a une navigation construire, on a une navigation isolée, et dans isolée, on a les matériaux d'isolation, et à l'intérieur des matériaux d'isolation, on a le chanvre, le liège, la ouate de cellulose, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit on estime de manière fermée que le cocon sémantique c'est mécanique et ça répond à des notions mécaniques de liens internes, etc. Soit on prend cette notion en compte, mais on se dit qu'en fait le cocon sémantique il est complètement UX, c'est-à-dire qu'en fait le cocon sémantique il est là. En fait, le cocon sémantique, c'est un parcours utilisateur. Soyons clairs et nets. C'est-à-dire que le cocon sémantique, c'est un parcours utilisateur, mais que tu donnes aux robots et aux moteurs pour créer un écosystème et pour pousser un maximum de pages à se donner une visibilité en première position sur un volume de requêtes qui soit important, c'est-à-dire pas que sur un mot-clé, mais sur un volume d'expressions clés qui soit importante, puisqu'on travaille un contexte sémantique, on travaille des co-occurrences, on travaille, franchement, avec le nombre d'outils qu'on a aujourd'hui pour nous aider dans la création de la sémantique, sans faire placement produit, mais je vais en citer 3 comme à la télé, SEO Quantum, Your Text Guru et 1.fr. Si avec ça on n'arrive pas à faire un contenu qui est d'équerre pour les moteurs, là je comprends plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais le cocon, pour moi, il faut dépasser le stade de la mécanique. C'est-à-dire que la mécanique, si on écoute Laurent, si on écoute Christian et si on écoute ceux qui ont poussé cette notion en France, on la comprend. Si on lit leurs articles, si on s'inscrit à leur formation, etc.,
on la capte mécaniquement. Maintenant, faut aller plus loin, et je rejoindrai d'ailleurs même la troisième notion qu'intègre Laurent dans ses formations ou dans ce qu'il dit dans les podcasts, etc. C'est cette notion marketing en fait. C'est-à-dire que la notion UX marketing dans le cocon, c'est celle qui va pousser l'utilisateur à parcourir ce cocon, à descendre de lien en lien de manière cohérente et d'arriver sur une action transactionnelle. Et pour moi, le cocon, il doit plus s'arrêter. Si on prend le cocon d'un point de vue SXO, bah t'as la partie mécanique mode d'emploi Ikea, comme je le disais, mais t'as toute la partie UX qui en fait, on va pas faire un cocon juste avec des pages de contenu qui vont ranker parce qu'il y a des mots en gras, il y a du maillage interne. On va mettre des actions, on va changer la place d'un bouton parce qu'il est mieux à droite et qu'il est mieux à cet endroit-là parce que les utilisateurs vont mieux le voir. Et on va travailler une wireframe cohérente en UX pour avoir à chaque fois des pages qui soient nickel. Donc pour moi, le cocon, il doit dépasser sa vision mécanique de la chose et il doit être complètement être un parcours utilisateur en fait, tout simplement. Bah, moi, je t'avoue que le cocon, bon, j'en ai jamais parlé en public, mais en privé, je sais que je l'explique sous forme de calque. C'est-à-dire que tu pars de toutes les recherches que tu as faites. C'est-à-dire, tu récoltes les données, voilà, tu étudies les cibles comme on a dit tout à l'heure, machin, tout ça. Bien sûr. Oui. Et globalement, tu as le calque, on va dire, globalement ce qu'on fait avec le mind map, on va dire. Ouais. Et après, c'est de se dire, imagine chaque nœud, chaque interconnexion, chaque lien, etc. Pourquoi tu as fait ces liens-là? Et mets le calque. Le calque déjà des contenus. Le calque du maillage, du PageRank, de la circulation du jus ou ce que tu veux. Ensuite, tu rajoutes un autre calque. Tu mets la notion du X. Donc, comment on va cliquer sur tel truc, comment on va arriver à tel endroit, est-ce que c'est en haut de la page, à la droite, en haut, pendant qu'on lit, enfin, c'est quoi le truc? On me rajoute le côté marketing un peu commercial avec les trucs pour convertir, t'essayes de faire avancer la personne, t'essayes de créer une relation un peu comme en marketing digital, puis t'avances, tu rajoutes des briques. Globalement, tout fonctionne comme ça. Tu prends une maison, tu prends, je sais pas, tu veux faire un mur, tu fais un mur, tu vas mettre ton isolation, tu vas mettre tes différents rails, tu vas mettre ta plaque de plâtre, et puis bah c'est moche, c'est tout blanc, c'est à nu, c'est moche. Tu rajoutes ta peinture ou ton après. Ensuite, tu vas mettre ta petite déco, tu vas faire des trucs et tu vas te dire ah ouais, là je m'y plais bien. Tu vois, bah, c'est pareil avec un site, c'est pareil avec un cocon pour moi. C'est que on a. C'est pas, même pas à tort parce qu'on parle SEO, donc on sait qu'il y a un côté mécanique, mais après c'est que du bon sens et je comprends pas que personne n'ait vu. C'est vrai. C'est pas personne, je suis mauvaise langue. C'est pas personne, mais que peu de gens aient vu qu'il fallait rajouter toutes ces notions de putain, je fais un site quoi, c'est ma boîte, c'est mon image de marque, c'est je veux convaincre, je veux essayer de traiter voilà tous les types de personnes qui vont venir sur mon site quoi, des suspects, prospects, clients, ambassadeurs comme je dis souvent. Enfin c'est Bah, je suis assez d'accord. Hein. Moi, je trouve assez bien trouvé le système de calque, en fait. C'est difficile à expliquer, je trouve. Le cocon pour des personnes néophytes. Oui, pour des profanes, oui. Mais le truc, c'est que nos clients, ils sont comme ça, pour beaucoup. Hein. Et les gens qui veulent apprendre peut-être le cocon, je pense que il faut qu'ils partent avec des visualisations parfois. Certes, mais tu as dit un mot et une expression qui, à mon avis, je pense, est essentiel pour comprendre le cocon sémantique ou parcours utilisateur, c'est le bon sens. C'est-à-dire que quand on va faire un cocon isolation, bah, le bon sens veut qu'on va parler des matériaux et on va parler des manières dont on peut le poser. Puis on va parler aussi du prix et on va parler potentiellement de l'écologie et de la durabilité du matériau. C'est du bon sens. Enfin pour moi le site le plus important pour avoir des idées de cocon, pour moi, c'est Answer the Public. Enfin, pour moi, très clairement. C'est vrai que moi, je l'utilise beaucoup pour ça, oui. Answer the Public. Voilà, tu mets une requête, il te sort toutes les questions, et puis au final, t'as pas l'intention à 100% qui ressort, mais tu dis, putain, mais je peux faire un parcours utilisateur autour de 3-4 questions que les gens se posent. Je prends toujours l'exemple de Legal Start sur lequel j'avais travaillé en 2015 et qui a été repris par l'agence de Philippe Yonnet, Search for Site, avec succès d'ailleurs, hein, et je le reconnais volontiers. Moi, j'avais travaillé avec eux de 2015 à 2017. En fait, on a créé ensemble des foires aux questions, mais on a créé un cocon sémantique, mais qui est complètement dédié
à ce qui a été continué ensuite prorogé par l'agence Search for Site, qui est complètement là pour amener l'utilisateur vers la conversion. Il a des questions, il a des réponses, il a du contenu, il y a du maillage interne, mais au final, il va d'une intention qui est je veux créer ma SARL, et il va arriver à la fin sur je vous accompagne pour créer votre SARL, cliquez ici. Ouais, et de manière complètement logique. C'est du bon sens. Moi, tu vois, il y a un exercice que le client font pas trop. J'avoue, je le propose, mais malheureusement, ils le font pas. Peut-être que toi, tu le fais avec l'UX parce que c'est quand même important parfois, mais bon, je fais un jeu de rôle. C'est-à-dire que tu t'imagines que t'as un magasin pignon sur rue. Voilà, admettons, je sais pas, un magasin. Tiens, on prend souvent cet exemple des machines à café. Admettons, t'as un spécialiste du café, puis tu vends plein de machines à café, différents cafés, etc. Une personne rentre, lambda. Puis t'essaies de changer à chaque fois un peu sa tronche, quoi, sa vision. Qu'est-ce qu'elle te pose comme question? D'où elle vient cette personne? Où est-ce qu'elle va aller? Vraiment, pour les machines à café, tel ou tel truc, qu'est-ce qu'elle fait? Et globalement, je sais pas quelle marque prendre, quelle marque de machine à café prendre. Est-ce qu'il faut prendre une cafetière automatique ou une cafetière, je sais pas, à piston. Enfin, tu peux avoir tout plein de questions qui vont venir. Ouais, bien sûr. Et globalement, c'est ce qu'il y a dans une source du public aussi. Hein. Oui, c'est vrai que quand tu fais ce jeu de rôle, c'est là où tu te rends compte que un site web et un magasin pignon sur rue, c'est pas si éloigné, quoi. Hein. C'est juste qu'il faut utiliser d'autres outils en quelque sorte. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça que ça marche. Parfois, il y a des gens qui vont s'y mettre et d'autres qui vont pas s'y mettre. C'est toujours pareil. C'est le périmètre du SEO. C'est le fameux périmètre. C'est l'ISO périmètre du SEO. Qu'est-ce qu'on se met, voilà. Bon, et si on parle un peu de ta formation, du coup? Parce que là, on parle du X, on parle de plein de questions, mais finalement, il n'y aura peut-être pas besoin de formation si on dit tout. Non, oui, si on dit tout, on va un petit peu tout dévoiler. Et puis en fait, je vais me tirer une balle dans le pied, donc du coup voilà. Non, la formation SXO Premium, en fait, c'est une formation pour aborder le référencement avec une autre vision et un autre paradigme. C'est-à-dire que, on l'a bien dit, hein, il y a des formations techniques, il y a des formations data. Je pense à la formation de Rémi Bacha et Vincent Terrazi, qui est une super formation en passant. Mais j'aimerais vraiment proposer une formation différenciante sur le SXO avec une partie sur la sémantique pure, sur vraiment la sémantique et l'UX, avec une partie sur l'architecture d'info, et avec une partie sur la qualité web en fait. Qu'est-ce qui fait qu'un site est de qualité en fait aux yeux des utilisateurs en fonction de l'intention qu'ils ont, donc transactionnelle, navigationnelle ou informationnelle, en fonction de plein de choses. Et effectivement, cette formation se découpe comment? Cette formation se découpe en un hangout, en un live hangout assez classique sur l'actualité du SXO, sur ce qu'il y a de nouveau, sur les outils, sur débattre entre ceux qui se sont inscrits à la formation pour voir quel est leur niveau à SXO et ce qu'ils veulent également avoir comme information nouvelle sur le SXO. Il y a aussi trois vidéos de 90 minutes de formation pure, avec partage d'écran, avec partage d'outils, avec études de cas, avec de l'analytics accessible, pas confidentiel. Donc voilà, ces trois vidéos de 90 minutes. Il y a un guide, un fascicule de formation envoyé, et comme je suis certifié Datadoc, il y a une certification disponible à la fin avec des questions-réponses et une étude de cas. Voilà. Et il y a une disponibilité par mail avec une boîte mail ouverte pour des questions-réponses. Voilà, il y a aucun souci. Donc c'est une vraie formation que j'ai voulu en fait mettre en place pour avoir comme dans le film Le Cercle des Poètes Disparus. À un moment donné, il y a un élève ou Robbie Williams, je ne sais plus, qui se lève et qui se met sur la table et qui change de point de vue par rapport à ce qui est dit et par rapport à ce qui lui a été raconté depuis longtemps. Il arrive à changer de point de vue et à avoir une hauteur de vue et avoir une vue différente sur ce qui se passe. Et en fait, la formation SXO, elle est aussi là pour faire prendre conscience à la fois des profanes, parce que là, pour le coup, elle est complètement accessible, à la fois des profanes ou à des SO qui veulent se former au SXO, de voir que le SO n'est plus que une notion de ranking et de contenu et de maillage interne et de backlinks, etc., mais qui est une notion avant tout d'utilisateur
d'utilisabilité même, je dirais, avant d'être une notion de ranking. Et c'est pour ça que la phrase provoque que je disais en tout début de ton podcast, qu'aujourd'hui, le SEO, c'est d'abord l'utilisateur et puis après les moteurs, et qu'en fait les moteurs, ils viennent en corrélation de cela. C'est ça en fait que j'ai envie de faire passer à travers ça, à travers la formation. J'ai envie de faire passer cette notion d'utilisabilité, d'utilisateur, de parcours utilisateur en fonction de la sémantique, en fonction des contenus qu'on réalise, et potentiellement par exemple en fonction d'une FAQ qu'on va créer, etc. sur le site. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que j'ai envie de faire passer à travers la formation SXO. Ok, ouais, donc formation plutôt complète. Et tu me disais en plus, il faut quand même le dire, c'est pas très cher. Non, c'est pas très cher. Je reprends, ça me fait penser au tweet qu'avait lancé Dan de chez Ineolam, qui est mon ancien coloc de bureau. Et effectivement, avant, je faisais des prestations chères pour les clients. Et là, d'un coup, j'ai prolongé le Early Bird. Il est à 99 € par mois pendant 3 mois. C'est une formation qui dure 3 mois, une vidéo par mois, le hangout en début, le guide qui est envoyé également au début, des échanges mensuels à l'intérieur du mois, il n'y a aucun souci, et puis la certification à la fin. Et donc, c'est 99 € par mois pendant 3 mois, hors taxe. Voilà. Et c'est le Early Bird qui dure donc du coup jusque dans 3 jours. Voilà. Oula. Donc 3 jours à partir du moment où tu sortiras la vidéo. Hein, à partir du moment où Mais c'est ce soir, tu crois quoi? Voilà. Ah bah oui, attends. 3 jours à partir de ce soir, pari tenu. Mais voilà, donc du coup c'est 99 € par mois avant de passer à 157 € par mois pendant 3 mois pour les tarifs normaux. Voilà. Mais c'est une formation qui peut être prise dans le cadre. C'était un tweetos qui me posait la question, Julien Lacaze, il me semble. C'est une formation qui peut être prise en charge par le DPF, par le dispositif personnel de formation, puisque c'est une formation, puisque je suis certifié Datadoc, donc ça rentre dans le DPF. Donc en plus, t'es quasiment financé à 100%, quoi. Voilà, oui, tout à fait, ouais. Parce que c'est une petite somme, encore, ils prennent, je crois, 1000, dans les 1000, 1500, et ça dérange pas. Hein, ils prennent en charge, ils prennent parfois en charge des formations qui sont assez lourdes financièrement. Oui, c'est plutôt pas mal. Puis que c'est un peu plus difficile, en fait, d'être formateur, je pense ça passe, quand même. Pour être formateur Datadoc, sachez que pour remplir Datadoc, c'est un espèce de parcours du combattant. Si vous voulez, il y a 2 choses dans la vie qui sont difficiles et dans le monde. Il y a le règlement du conflit israélo-palestinien et il y a remplir le formulaire Datadoc. Voilà, il y a 2 choses qui sont assez qu'on peut pas résoudre là tout de suite dans l'instant. Bon, après, tu peux passer par une boîte, hein, tu sais. Oui, non, bien sûr. Pareil qu'ils se frottent les mains. Je l'ai fait seul. Ça a été. Moi, j'ai pris 2 Lexomil après pour dormir 2-3 jours. Tu m'étonnes. Datadoc, c'est un peu compliqué, effectivement. Oui, c'est clair. Bon, bah écoute, on en a dit pas mal sur l'avenir un peu du SEO côté UX en tout cas. Ouais. Effectivement, on est dans une ère où il y aura de plus en plus ces questions d'utilisateurs, de comportement, d'intention. Le machine learning en plus nous le montre de plus en Absolument. plus. Donc, écoute, je te remercie d'être passé dans le podcast. Merci à toi. Pour vous qui écoutez, n'hésitez pas à aller dans la description. Il y a le lien déjà de sa formation pour pouvoir réserver votre place. Et je pense que c'est vraiment une bonne formation. Et il y aura aussi, n'oublions pas quand même, le lien vers ton agence. Ouais, ça marche. Et Advisa, donc où tu es salarié depuis quelques temps maintenant. Ouais, depuis novembre. Depuis novembre, depuis juin. Je suis parti malheureusement en maladie en novembre et je suis revenu en janvier. Voilà. Oui, c'est vrai. Complète forme. Cette partie-là. Ok, bah écoute, à très bientôt et bonne continuation à toi. Et puis on se retrouve pour un nouveau podcast. À bientôt. Ciao. Salut.